Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Merci encore à vous tous qui nous soutenez, à vous, nos souscripteurs sur Player ou sur YouTube membres, puisque nous sommes désormais aussi accessibles à nos abonnés donc sur YouTube. Merci donc de nous soutenir, c'est uniquement grâce à vous qui nous soutenez financièrement qu'on peut réaliser ces émissions, puisque évidemment elles ont un coût à produire, ce qui n'échappera à personne. Donc merci beaucoup. Donc je le redis, pour les abonnés, donc un bonus exclusif en fin d'émission, et pour les autres, vous aurez quand même les 3/4 de cette émission accessible donc sur YouTube. Alors, au moment de la vaccination de masse contre le Covid-19, les gouvernements, les laboratoires et les médecins médiatiques nous ont assuré que les vaccins contre la Covid-19 étaient sûrs et efficaces. 5 ans après le début de la crise sanitaire et 4 ans après le début de la vaccination, aucun bilan, aucune étude sérieuse sur l'efficacité réelle justement de ces vaccins et de leurs éventuels effets indésirables n'ont été lancés. Et pourtant, des accidents et des pathologies de tout type, que ce soit des AVC, des infarctus, des cancers, des myocardites et même des décès, ont été déclarés en grand nombre dans les bases de pharmacovigilance de tous les pays. Et comme notre invité l'avait fait pour l'épidémie elle-même et ses impacts sur le système de santé, ce statisticien a donc entrepris de nouveau de rassembler toutes les données officielles disponibles en France, mais pas seulement, à l'étranger également, sur les victimes déclarées des vaccins Covid-19, en dépit des résistances qu'il a rencontrées, nous dira-t-il. Les résultats de ces études sont pour le moins édifiants. Selon lui, l'augmentation des décès, notamment chez les jeunes, est visible partout, de même que l'effondrement de la natalité qui serait général, de même que les effets indésirables graves qui ont beaucoup été relevés de manière beaucoup plus nombreuse d'ailleurs que pour d'autres vaccins. On est ravis de le recevoir à nouveau, on l'avait déjà reçu, c'était il y a déjà un certain temps, puisque c'était lors de la pandémie, je crois. Bonjour Pierre Chaillot. Bonjour Éric Meroyot et merci de me recevoir. Oui, écoutez, je garde un très bon souvenir d'abord de cette émission qu'on avait faite ensemble, et puis je vous reçois bien sûr, pour être tout à fait transparent, à l'occasion de la sortie de ce livre événement, donc qui promet d'être un nouveau best-seller, comme l'a été le précédent, et qui vient de sortir, Victime des vaccins Covid-19, donc aux éditions de l'Artilleur, c'est ça, une très belle maison d'édition, et d'ailleurs je salue Johanna de Beaumont, qui à chaque fois m'envoie les ouvrages de cette maison d'édition. Donc, Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Voilà, pour être tout à fait transparent, ce que j'ai lu en introduction, c'était ce qu'on appelle la 4e de couverture, mais j'ai considéré qu'il n'y avait pas mieux pour présenter ce livre. Donc, en tout cas, on va en parler. Ce sera donc l'objet principal de cette émission. Pierre Chaillot, tout d'abord, dans votre introduction, une question toute simple. Vous dites que le combat pour les victimes ne fait que commencer. Pourquoi cette affirmation? Cette affirmation, ça vient de tous les autres scandales sanitaires qu'il y a eu avec d'autres produits mis sur le marché. Je mets un exemple dans le livre, je cite une personne qui a été victime d'effets indésirables graves à la suite de la vaccination H1N1 et qui peine toujours à faire reconnaître ces effets indésirables. La vaccination H1N1, donc c'est 2009, et il y avait eu un article il me semble que c'était dans Libération en 2021, annonçant que ça y est, les autorités françaises voulaient bien reconnaître que la vague de narcoleptiques qu'il y a eu à la suite de la vaccination H1N1 était enfin reconnue comme étant des effets indésirables de la vaccination. Et en 2021, au moment où ils écrivaient l'article, il y avait eu 0 indemnisation de ces narcoleptiques. La narcolepsie, c'est extrêmement grave. C'est des personnes qui, du coup, ne peuvent pas rester éveillées et qui tombent de sommeil de manière très régulière. Ça détruit la vie, en fait, de manière simple. Et donc là, il restait une centaine de personnes, il me semble, qui avaient tenu pendant 12 ans à ne pas lâcher juridiquement pour faire reconnaître leurs effets. Et voilà, donc la temporalité, c'était 12 ans avant de commencer à avoir une reconnaissance. Donc là, on est quelque chose comme 4 ans après le début de la campagne de vaccination, 3 ans et demi après celle de la vaccination de masse des jeunes. Donc oui, en termes de temporalité, ça fait que commencer.
Il y a des gens qui commencent tout juste à réussir à faire reconnaître leurs effets indésirables très graves comme étant la cause du vaccin. Des jeunes qui étaient en parfaite santé, certains qui sont décédés, ce sont les parents qui s'occupent du dossier, d'autres, il y a des maladies de Charcot qui commencent à être reconnues, etc. Donc c'est extrêmement grave. Quand on est en bonne santé, qu'on a la vingtaine d'années et que du jour au lendemain, juste après la vaccination, on subit ces effets-là, il n'y a pas beaucoup d'autres, on va dire, indices logiques, il n'y a pas beaucoup d'autres causes possibles que la vaccination qui vient d'être opérée. Et donc malgré tout ça, il y a des freins, j'en parle dans le livre, des freins juridiques, des freins médicaux, le fait qu'il faut trouver des gens qui assument, en tant qu'experts, de dire que c'est bien ça qui cause le vaccin, et donc ça prend du temps. Et ça prend du temps, et il est absolument nécessaire, pour faire avancer les choses, que le public prenne conscience de la réalité des effets indésirables et du sort atroce réservé à toutes les victimes jusqu'ici. Donc c'est aussi l'objet de ce livre. Pour que la situation s'arrête, on va dire, le déni s'arrête, que les autorités reconnaissent enfin quand il y a des dégâts dans la population, il est nécessaire d'une prise de conscience générale du public. Donc que les choses soient bien claires, donc à vous entendre, et donc c'est évidemment l'objet de ce livre, ce qui vous a incité aussi à l'écrire. Presque donc 5 ans après le début de cette crise du Covid, vous estimez que les dégâts donc des mesures prises ne sont toujours pas reconnus. Oui, là on parle des victimes de la vaccination, on a quand même des gens qui se plaignent et où on a des médias qui commencent un peu à en parler. On a un article de presse qui a été publié, je crois que c'est sur un article du côté de la presse France, je ne sais plus lequel c'était, mais qui est la France Bleu, mais qui a été supprimé dans la foulée, reconnaissant une maladie de Charcot. Mais voilà, il y a Le Figaro qui a écrit un article sur voilà, les perdants de la vaccination Covid. Et on commence à avoir des petites traces où on admet que peut-être il pourrait y avoir des gens qui auraient souffert de la vaccination. Et ça, c'est un pan. Dans le premier livre, je dénonçais les gens qui ont souffert de l'ensemble des mesures qui ont été prises. Par exemple, pendant le premier confinement, les gens qui n'ont pas été soignés, qui n'ont pas pu se rendre à l'hôpital, celles qui faisaient des AVC, des crises cardiaques, on sait même le dénombrer grâce aux statistiques hospitalières, ou bien la décision qui a été prise quand une personne âgée avait une infection respiratoire quelle qu'elle soit, on avait très peur du Covid, et donc il ne fallait surtout pas lui apporter les traitements habituels, mais plutôt l'accompagner vers le décès à l'aide de médicaments palliatifs. Ça mériterait quand même un débat, des analyses. Il y a des gens qui ont porté plainte du fait d'avoir des personnes âgées, leurs parents, qui ont disparu alors qu'ils avaient l'air en bonne santé juste avant, et puis ils rentrent à l'hôpital et hop, ils n'existent plus, ils sont décédés, le corps est emballé, on peut rien savoir. Donc il y a des gens qui se plaignent de ce genre de pratique médicale, mais voilà, c'est l'omerta, on n'en parle surtout pas. On veut passer à autre chose, effacer les traces. Donc il y a plein de scandales qui mériteraient d'être mis sur la place publique pendant toute la crise. Et là aujourd'hui, j'espère qu'au moins sur les aspects des victimes des vaccins, puisque le tabou commence à se briser, on va réussir à amener le débat. Alors vous affirmez que l'excès de mortalité en 2020 n'est pas dû au virus, mais aux décisions gouvernementales. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, Pierre Chaillot, à cette conclusion qui est ô combien contestée justement par la classe politique dans son ensemble ? C'est normal qu'elle soit contestée par une classe politique qui est responsable des mesures qui ont été mises en place. J'y vois tout à fait, c'est de la logique pure. C'est assez simple. Il y a eu tout un tas d'articles qui ont été écrits analysant la mortalité de 2020 et faisant état d'une hécatombe incroyable en 2020. Et cette hécatombe-là était forcément due au virus. Donc il ne fallait pas réfléchir. Tous les morts en trop étaient dus au virus. Donc mon premier livre, il remet les choses à plat en disant « Attendez, ce que vous annoncez comme étant une surmortalité, c'est extrêmement exagéré. S'il y en a une, elle est plutôt de temps, ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Et ensuite, avant d'annoncer c'est le virus qui a tué tout le monde, ce qui n'est pas une démarche scientifique ni d'enquête, voilà, c'est rare de voir un enquêteur qui annonce que c'est telle personne le coupable parce que ça ne lui plaît pas et qu'il s'arrête là. Voilà, avant, on a une démarche où on va d'abord analyser les chiffres, on va regarder ce qui s'est passé et on va en déduire ce qui pourrait être la cause de cette hausse de mortalité. Et en l'occurrence, l'histoire du virus tueur qui se répand dans la population ne tient pas la route 2 secondes lorsque l'on regarde les données de mortalité, que l'on regarde à quelle période se trouvent les pics de mortalité. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'était vraiment, moi, en tant que statisticien, ça m'a fortement étonné, parce qu'avant de faire les analyses, j'étais plutôt en faveur de l'hypothèse ou de l'explication qu'il y avait bien un virus qui avait tué quelques personnes, et ça ne fonctionne pas du tout.
En revanche, quand à froid, je me suis dit, comme d'autres, réfléchissons à ce qui a pu causer la mort de ces gens, notamment en mars-avril 2020. J'ai étudié ce qui étaient les conséquences, par exemple, du confinement. Et comme je l'ai dit, une des conséquences a été que les hôpitaux, pendant cette période-là, sont restés vides et que les Français ne se sont pas rendus à l'hôpital, ou beaucoup moins que d'habitude. Notamment, tous les Français qui, tous les jours, puisque ça arrive dans la population, font des AVC et des crises cardiaques. Ces gens-là, ils représentent un flux de malades qui, tous les jours, se rendent à l'hôpital, et l'hôpital intervient et en fait échapper une partie. Si ces gens-là ne viennent pas à l'hôpital, ils meurent chez eux. Et on a une trace extrêmement nette d'une augmentation de la mortalité qui est exactement celle des gens qui ne se sont pas rendus à l'hôpital pour ces deux pathologies-là. Et j'en prends que deux, histoire de ne pas regarder d'autres choses et de me limiter à ça, parce que sur deux pathologies, j'ai les chiffres puisqu'ils sont publiés par les statistiques du ministère de la Santé. Et donc voilà, ça c'est une mortalité qu'il faut prendre en compte. Du fait de ne pas soigner le flux de malades habituel qui arrive à l'hôpital, eh bien ça fait des morts. Et ça fait des morts et ça fait combien? Et donc on calcule combien ça fait. Et quand on fait ça sur tous les morts qu'on réussit à expliquer du fait des mesures prises, on fait le total et on se rend compte que ce total, il est exactement celui de la surmortalité de 2020. Donc il n'y a pas de place pour rajouter une surmortalité qui serait due à un virus. Si juste on prend les morts que l'on peut attribuer aux décisions prises, eh bien il n'y en a pas d'autres qui restent. Alors qu'est-ce qui est justement, selon vous, a le plus contribué à ces décès pendant le Covid? Le confinement, l'abandon des soins, le Rivotril? Le Rivotril fait partie de l'abandon des soins, très clairement. Ce qu'on a fait, c'est que... je mets un on général, hein, mais en tout cas, il y a une panique qui s'est instaurée dans la population générale, mais dans l'ensemble du système de santé, qui a amené à faire du n'importe quoi. Ce n'importe quoi, son principe général, c'est l'abandon. Voilà. Surtout, on dit aux gens de rester chez eux, de ne pas aller à l'hôpital, et les gens le font, donc AVC, crise cardiaque non soignée. Affection respiratoire, enfin, c'est courant dans un pays de 67 millions d'habitants. Des gens qui souffrent d'affection respiratoire, c'est tous les jours, partout. Si on dit à chaque fois, non, attention vous, maintenant, toutes les affections respiratoires, c'est le Covid, et ça ne se soigne pas, venez pas à l'hôpital, bah, on se retrouve avec une population, par exemple de personnes âgées, qui pendant des jours, des semaines, traînent une affection respiratoire qui va dégénérer, tout particulièrement si en plus, en même temps, on les fait paniquer, qu'on les enferme dans leur chambre avec un masque sur la tête, histoire de leur apprendre à respirer. Mais du coup, on aggrave la situation. Et ce faisant, on pose des problèmes au flux de soins. Et ça, ça fait partie des mesures qui augmentaient la mortalité. Et c'est de l'abandon. De la même manière, lorsqu'il y a un décret qui a été posé en disant « Oh là là, le Covid-19, ça ne se soigne pas », sachant qu'on n'a toujours pas défini ce que c'était. Mais voilà, une personne âgée qui tousse, c'est le Covid-19, ça ne se soigne pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'accompagner vers le décès. Donc plutôt que de la traiter comme d'habitude, de l'accompagner dans sa guérison, ça a été des fioles, notamment de Rivotril, qui ont été injectées directement et qui ont entraîné le décès immédiat de la personne. Ce qui, au demeurant, ne devrait pas s'appeler palliatif comme façon de faire. Et ça, on sait le mesurer parce qu'on connaît le nombre de fioles qui ont été distribuées à cette époque-là, qui correspond d'ailleurs exactement à la mortalité Covid dans les EHPAD. Et voilà, donc tout ça, c'est de l'abandon où les personnes, sous prétexte qu'on les a cataloguées dangereuses pour les autres, contagieuses, on les a abandonnées et au mieux, on les a accompagnées vers le décès au lieu de s'en occuper. Et vous expliquez, ce qui est quand même édifiant, que la France n'a fait aucun bilan sérieux de cette période. Comment vous expliquez cela? Eh bien, il y a eu une petite tentative de bilan de la crise Covid qui a été menée notamment, alors il me semble que c'était par le Parlement français, et il y a Éric Ciotti qui est rapporteur de cette commission d'analyse de la gestion de la crise Covid et qui interroge à un moment un syndicaliste qui s'appelle Olivier Winou, un syndicaliste de la PHP, donc des hôpitaux de Paris, et qui annonce, donc tout est enregistré puisque c'est une commission d'enquête et donc tout est public, les mots sont retranscrits, on peut les retrouver sur Internet. Et qui annonce pendant la période Rivotril qu'ils avaient reçu des consignes et que la PHP, pendant la période de mars-avril 2020, avait mis en place, par exemple, des groupes d'intervention rapide qui, sur la base d'un simple coup de fil d'une infirmière en EHPAD, c'est la nuit où elle est toute seule, a dit qu'elle a un résident qui est malade et on a une voiture de la PHP qui se dépêche, qui prend son Rivotril, qui va faire la piqûre et qui rentre. Voilà, ce genre de choses est public. Donc, et Éric Ciotti est choqué de ce qu'il entend, il demande de confirmer, c'est confirmé. Ces paroles-là ont été supprimées du rapport général qui est écrit à la fin.
ce qui est étonnant. Et pour les retrouver, il faut aller chercher dans les minutes des enregistrements de la commission pour s'assurer que ça a bien été dit, et donc que même le politique est au courant que ça a existé, mais qu'on a fait le choix de garder un récit national propre et de ne pas mettre ça en lumière. Qu'est-ce que vous attendez, enfin qu'est-ce qu'il faudrait attendre selon vous des autorités aujourd'hui sur cette question? Rien? Qu'elle change. Il me semble qu'il y a aujourd'hui certaines avancées dans certains pays où il y a des changements politiques, ce qui soit ni bien ni mal d'ailleurs, mais en tout cas quand il y a un changement politique, les nouveaux qui arrivent prennent la situation de façon aussi à en mettre plein la tronche sur les prédécesseurs. Voilà. Et donc ça permet au moins d'un peu changer d'histoire. Et ça permet aussi de se poser quelques questions sur ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on va atteindre la vérité absolue, mais au moins il y a certaines avancées de réflexion qui sont faites. Aux États-Unis, il se passe des choses par exemple, mais nous, en France, on a gardé exactement le même système politique depuis 2017, donc avant la crise, et on n'en a pas changé. Donc il me paraît assez compliqué d'avoir aujourd'hui des décideurs publics qui admettront publiquement avoir fait n'importe quoi en suivant les expertises des lobbies, sur la base de simples cabinets de conseil, et avouer aujourd'hui que tout ça, ça a généré la crise qu'il y a eu pour rien, crise économique, les morts dont on a parlé, ça me paraît assez peu probable. Donc sans changement politique majeur, je ne vois pas comment on pourrait arriver à une situation où on avance un peu vers la vérité. Comment expliquer, selon vous, Pierre Chaillot, que les victimes d'effets secondaires des vaccins se heurtent à autant de scepticisme et de déni de la part des médias, des politiques, mais aussi de la population? Et je tiens justement à préciser à cette occasion que j'avais, avec vous d'ailleurs, émis l'idée lors de cette émission d'organiser un débat contradictoire avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Inutile de vous dire que si on est tous les deux seulement ici aujourd'hui, c'est que personne, mais vraiment je dis bien personne, enfin, je ne vais pas non plus tous les dévoiler, mais quasiment toutes les personnalités qui s'étaient exprimées de manière, on va dire, médiatique assez intense, ont été approchées par mes soins et m'ont tous mis une fin de non-recevoir quand ils me répondaient. Notamment, il y en a un, je peux le dire, puisque il a l'occasion de s'exprimer pas mal sur le sujet, c'est Laurent Alexandre, vous voyez, par exemple, qui me disait que d'abord, il ne souhaitait pas discuter avec vous parce que il ne reconnaissait pas votre légitimité et surtout, c'était une manière un petit peu de vous, de vous remettre en question sur la véracité de ce que vous dites. Qu'est-ce que vous répondez à Laurent Alexandre, par exemple, à défaut de débattre avec lui, qui n'a pas accepté donc de débattre avec vous et puis qui en plus me laisse entendre que ce que vous dites n'est pas vrai? J'ai l'impression d'entendre un argument d'autorité. Je crois que tous mes travaux sont publics. Donc chacun peut s'en saisir, les lire et puis contester les parties qu'il le souhaite, et j'ai aucun souci avec ça. Mon métier c'est statisticien et l'ensemble des résultats que je donne sont issus de mes travaux en statistique, où je télécharge l'ensemble des bases de données. Mais vous êtes bien seul, Pierre Chaillot, quand même, il faut le reconnaître ça. Ça dépend ce que vous appelez comme étant seul. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait le travail que j'ai fait, notamment d'aller chercher les données, de faire des programmes informatiques, mais tout est public. Il y a d'autres personnes qui les ont Parce que c'est votre téléchargés. métier d'abord, vous êtes statisticien. Oui, c'est mon métier. Mais je ne suis pas seul dans le sens où il y a tout un tas de chercheurs qui ont participé à mes travaux, dans leur spécialité. Sur mon premier livre, j'ai une dizaine de contributeurs, et beaucoup, ce sont des chercheurs de stature internationale. Certains sont anonymes, d'autres ont mis leur nom dessus. Mais donc je ne travaille pas tout à fait seul. Et donc ce sont des gens avec qui je... Moi, Laurent Alexandre m'a dit, et je le prends à partie, puisqu'il m'a dit lors d'une discussion que j'avais avec lui, on va dire en off, qu'il n'y avait absolument aucune inflexion des chiffres et que les statistiques ne montraient aucun avancement des décès spectaculaires suite à cette pandémie. Donc comment vous expliquez que quelqu'un comme lui, qui est un scientifique quand même si on peut... Un scientifique, Laurent Alexandre? Il est médecin, je crois. Ah oui, ça me semble très différent de scientifique. C'est autre chose. C'est vrai. Et la science, déjà, c'est plutôt une démarche qu'un titre. Donc on peut juger de... Donc vous ne reconnaissez pas à Laurent Alexandre l'aspect scientifique d'expertise, quoi. Je lui reconnais que c'est un homme de publicité, c'est-à-dire qu'il fait de la présentation d'éléments... de manière assez grandiloquente pour les mettre en lumière, et ça demande certainement un certain talent, mais ça n'a rien à voir avec de la science.
La science, d'ailleurs, c'est plutôt une démarche de remise en question permanente de ce qu'on croit savoir et de la confronter aux résultats d'expérience, à l'observation, et de le faire tous les jours. Annoncer tous les jours les mêmes poncifs en sortant de certains arguments d'autorité, comme visiblement il vient de le faire, ce n'est pas un comportement scientifique. La science, c'est le débat. Le fait de refuser le débat, ce n'est pas non plus scientifique. Donc voilà, tout cet ensemble ne me permet pas d'attribuer l'adjectif de dire, enfin en tout cas de dire que Laurent Alexandre est un scientifique. Ça me paraît assez loin de la vérité. Alors, vous comparez donc la situation dans laquelle on est au scandale du Mediator et des opioïdes, hein, c'est ça, aux États-Unis. Est-ce que c'est le même schéma qui se répète selon vous, c'est ça? En termes de déni, en termes d'intérêt financier des laboratoires pharmaceutiques, oui. Après, le Mediator, c'est un scandale qui a finalement touché beaucoup moins de personnes que ce que les vaccins Covid ont fait comme effet indésirable grave dans la population. C'est toujours un drame qu'il y ait des enfants ou même des personnes qui meurent, mais en termes de nombre, très clairement, le scandale du Mediator est un épiphénomène par rapport à ce qu'est la vaccination Covid-19. Ça a été mis sur le devant de la scène pour le Mediator pour expliquer que maintenant on allait faire beaucoup mieux, qu'on allait se remettre en question, éviter les conflits d'intérêts avec le laboratoire pharmaceutique. Sur tous ces aspects, on n'a pas avancé des masses. Et on voit bien que ça ne nous a pas permis, en tout cas, de nous poser les bonnes questions d'entrée de jeu quand la vaccination de masse est arrivée et que les gens ont commencé à se plaindre. Le scandale des opioïdes, lui, il est assez intéressant, puisqu'il y a même une série Netflix qui en parle. C'est Painkillers, qui retrace un peu un des deux procès qu'il y a eu à ce sujet. Et on voit bien que c'est au final le politique qui fait la pluie et le beau temps sur ce qui va être accepté comme reconnaissance d'effets indésirables dans la population. Sur le scandale des opioïdes, il y a tellement de morts aux États-Unis à cause de la mise sur le marché de tels produits que ça se voit même quand on fait des calculs d'espérance de vie. Donc c'est-à-dire que même du point de vue de la démographie, il se passe des événements qui sont atroces. Bon, là, pour ce qui est de la vaccination Covid, même si on n'a pas une hécatombe au sens où, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui se sont mis à tomber dans la rue comme des mouches après la vaccination, ça n'est pas vrai, il y a suffisamment de décès pour repérer cette trace d'augmentation des décès dans les statistiques de décès. Et même, il y a tout un tas d'instituts internationaux de différents pays d'Europe qui ont titré, quand ils ont fait le bilan des morts de l'année 2022, en disant « c'est bizarre, cette année, on a quand même une augmentation de la mortalité des jeunes ». Ils se sont arrêtés là. Voilà. Ils avaient dit 2020-2021, augmentation de la mortalité, c'est le Covid, il y a c'est le plus Covid. de morts subites suite à ce qu'on appelle des... pardon, le mot m'échappe, je vais y revenir, les joueurs de foot myocardite, c'est ça? Oui, pareil. Même si, quand on compte le nombre de morts, on n'a pas commencé à s'intéresser aux causes. On dit juste qu'il y a plus de morts. Mais statistiquement, il y en a plus. Ça, oui, tout à fait, c'est titré. Vous lisez il faut vous lire tous les articles, toutes les petites lignes, et ils finissent par dire on constate quand même une hausse de la mortalité des jeunes. C'est écrit. Vous voyez les petits graphiques de comparaison, c'est écrit. Tout en disant, avant on savait la mortalité, c'était le Covid. Et là ils disent, on compte plus de Covid, il y a toujours autant de morts chez les personnes âgées. Bon, pourquoi? Cette fois-ci, il y en a un peu plus chez les jeunes. C'est intéressant. Du coup, comment pouvait-on affirmer qu'avant c'était le Covid avec le même nombre de morts que maintenant, sachant qu'aujourd'hui c'est plus le Covid, mais c'est toujours le même nombre de morts? Enfin, à un moment, il faut remettre en question tout ce qu'on a affirmé jusqu'ici, et peut-être un peu se poser des questions sur la vaccination. Parce que quand on fait le travail jusqu'au bout, on peut remarquer, je l'ai fait à l'occasion du livre, que l'augmentation de la mortalité chez des jeunes, par exemple, on la voit dès 2021 un petit peu, mais seulement à partir du deuxième semestre. Il n'y a aucune hausse de mortalité chez les jeunes au premier semestre 2021, mais il y en a au deuxième semestre, sachant que la vaccination des jeunes, c'est à l'été, à la moitié de l'année. Donc il conviendrait de creuser un peu le travail et de se poser un peu plus de questions. Selon vous, l'industrie pharmaceutique est ce que vous appelez un léviathan qui corrompt tout le système. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette impunité? Expliquez-nous. Alors l'impunité, j'en parle dès le début du livre, si on s'intéresse aux questions juridiques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui aussi les victimes ne parviennent pas à se retourner contre les laboratoires pharmaceutiques? La première chose, c'est qu'ils sont protégés par la loi. Vous pouvez vous retourner contre votre fabricant de machine à laver si elle tombe en panne rapidement, si elle ne fonctionne pas. La loi vous dit que vous pouvez vous retourner contre le vendeur. Le vendeur, lui, peut se retourner contre le fabricant. Voire même aujourd'hui, vous avez des garanties fabricants directement.
ou si ça ne fonctionne pas, c'est le fabricant qui doit vous fournir une nouvelle. Mais donc ça concerne normalement tous les produits, dont les produits pharmaceutiques, sauf qu'on a rajouté une petite règle pour les produits pharmaceutiques, où si vous êtes victime d'un effet indésirable, vous êtes obligé de prouver que c'est bien le médicament qui vous a fourni l'effet indésirable. Vous êtes même obligé de prouver que ce médicament donne cet effet indésirable de manière générale. C'est-à-dire qu'on vous impose de réaliser une étude de cohorte avec vos propres moyens sur 10 000 personnes pour montrer significativement que... Enfin, ça n'existe pas. Donc cette loi est une espèce de protection maximale où on s'assure que de toute façon, personne ne pourra jamais se plaindre contre les effets indésirables des médicaments. Il y a des moyens de contourner un peu cette loi. Il y a des jurisprudences qui avancent un petit peu. Cette loi est en discussion aussi au Parlement européen. Bon, mais quand même, tout est fait à ce niveau-là pour que personne ne puisse se plaindre. Actuellement, si vous êtes une victime, que vous voulez faire reconnaître vos effets indésirables, on l'a dit en termes de temporalité, ça va durer très longtemps. Et la seule manière que vous avez de vous en sortir, c'est d'un moment de trouver un expert qui va être capable de mettre en son nom propre, en disant que lui, il est expert du sujet, et qu'il atteste que ce qui vous arrive, c'est la vaccination, parce qu'il n'y a pas d'autre explication qui va. Cet expert-là, il a une durée de vie relativement faible en termes de carrière dans l'industrie pharmaceutique. Évidemment, si on souhaite faire partie du système, ça suppose de bien se comporter avec le système. On l'a vu aussi pendant cette période où il y a tout un tas de médecins qui ont vacciné des gens avec les vaccins Covid-19 et qui ont dit « mais je trouve que ça rend malade » et qui ont souhaité sonner l'alarme dès le début. Immédiatement, ils se sont fait traiter d'antivax complotistes qui racontaient n'importe quoi et un certain nombre ont eu des ennuis très sérieux avec l'ordre des médecins. D'ailleurs, il y a un certain nombre de médecins qui ont milité contre cette vaccination-là, qui se sont fait radier. Donc il y a une pression qui est énorme sur toute personne qui remet en cause le système. Et il ne faut pas être dupe. Les liens d'intérêt financiers qui existent entre les personnes au sein des agences de sécurité et les laboratoires pharmaceutiques sont légion. Le nombre de médecins qui reçoivent des avantages de la part des laboratoires pharmaceutiques, sous forme de vacances, enfin plutôt, ça s'appelle participation à des congrès, à Bora Bora, où ils peuvent emmener leur famille, c'est monnaie courante. Donc tout le monde se tient par la barbichette et tout le monde fait partie d'un système qui rapporte beaucoup d'argent et qui malheureusement ne s'occupe pas beaucoup de la santé des patients. Alors Pierre Chaillot, voilà pour donc ce qu'on peut appeler une longue introduction. Et maintenant j'aimerais qu'on séquence un petit peu l'émission, on va dire par chapitre. Et vous avez déjà commencé à aborder le premier chapitre que je voulais donc aborder, à savoir le préjudice, la justice. Donc j'aimerais qu'on aborde cette première question. Beaucoup pensent que justice, comme on dit, sera faite un jour. Vous dites que ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Ça arrivera peut-être, mais si la justice arrive, c'est au bout de la démarche. La justice, en particulier en France en plus, n'est pas indépendante du pouvoir politique, encore moins depuis que la réforme Valls qui a remis le ministère de la Justice dans le giron, comme les autres ministères d'ailleurs. Mais ce qui fait que la justice, de toute façon, ne va que traduire ce qu'il y aura décrit dans les lois, et les lois elles-mêmes qui auront été décidées par le Parlement, et même aujourd'hui, en écrasante majorité, par le gouvernement qui impose ces lois au Parlement. Et c'est ça qui explique que les laboratoires et les politiques ne soient jamais inquiétés, d'après vous ? En tout cas, comme je le disais, la loi les protège. Pour que la loi cesse de les protéger, ça suppose de changer la loi. Pour changer la loi, ça suppose de changer de système politique aujourd'hui et de réformer en profondeur ce qui a été écrit. Et pour ça, ça suppose d'abord que le public se pose des questions, affirme son mécontentement et impose des changements. Mais c'est ça qui bloque, selon vous, les victimes pour attaquer et pour justement mettre en cause ces structures en justice ? Ce qui bloque les victimes, c'est l'omerta. Les gens ne sont pas assez au courant des dégâts de l'industrie pharmaceutique dans la population. Et il y a tout un tas de prêcheurs qui font passer cette espèce de mythe que l'industrie pharmaceutique voudrait le bonheur de la population en travaillant d'arrache-pied à des médicaments qui vont les sauver contre tous les maux. Ça, c'est du scientisme, vraiment de bas étage, c'est des histoires pour les enfants. L'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui recherche le profit, point. Et pour faire du profit, la meilleure manière que ce soit, c'est de vendre ces produits en passant notamment
par l'État qui va faire des achats massifs, des remboursements massifs, etc. Donc il faut arrêter la fable de dire que ce n'est pas la peine de mettre de contrôle et ces gens-là travaillent pour notre bien. Ces gens-là travaillent pour s'enrichir, hein, parce que d'ailleurs la base du système industriel ou même du capitalisme en général, je n'ai même pas dit que c'était mal, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Et dans l'état actuel des choses, il n'y a absolument aucun frein pour s'assurer que ce qu'ils font, ce n'est pas néfaste. Mais prouver qu'un vaccin est responsable d'un effet indésirable, c'est quasi mission impossible. C'est impossible. C'est pour ça que les textes sont écrits comme ça et que c'est aussi difficile. Et c'est pour ça qu'il faut changer la présomption et que dès lors qu'il y a un certain nombre de règles de base, Parler de causalité suffisante, hein, je vous cite, et pas de causalité certaine. Est-ce que vous pouvez nous préciser la nuance là Causalité certaine, c'est impossible, vous venez de le dire. Causalité suffisante, prenons l'exemple. Vous avez un jeune qui est en parfaite santé, à qui il n'arrive rien de particulier, qui fait son vaccin et qui fait des thromboses partout dans le corps et qui meurt. C'est une causalité suffisante. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On peut se poser la question de ce qu'il a ingéré, par exemple, s'il a pris d'autres médicaments pour s'assurer. Mais c'est pas, une fois qu'on en est là, c'est une causalité suffisante. Et ça devrait suffire à se retourner contre le laboratoire pharmaceutique qui n'a pas assuré la sécurité, une bonne sécurité du produit. Pourquoi est-ce que c'est toujours justement à la victime d'apporter la preuve et jamais au laboratoire de démontrer l'innocuité de son produit ? Mais les laboratoires ne le démontrent pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a découvert d'ailleurs avec cette histoire Covid. Il y a Christine Coton qui a sorti un livre, Tous vaccinés, tous protégés, qui démontre que notamment Pfizer ne respecte pas les bonnes pratiques des laboratoires pharmaceutiques. Parce que normalement, il y a des bonnes pratiques quand on fait un essai clinique et celles-là, elles ne sont pas respectées. Avant de connaître Christine, moi j'avais lu ce rapport de phase 3 et rien qu'en tant que statisticien, à première lecture, j'avais déjà vu que c'était à mettre à la poubelle. C'est-à-dire que la méthode utilisée ne permettait en rien d'affirmer qu'on avait un produit qui permettait de ne pas être malade. Et au contraire, quand on regardait les effets indésirables de l'étude, on savait que de toute façon, la seule chose qu'avait prouvé Pfizer, c'est que son vaccin allait rendre malade la population. Voilà, ce qui me paraît être un objectif discutable, d'être certain quand on distribue un produit que de toute façon on va rendre malade les gens, sans avoir démontré que le produit servait à quelque chose. Donc on a quand même un souci en termes de niveau, de compétence on va dire des autorités sanitaires qui visiblement ne savent absolument pas lire une étude pharmaceutique. Et ça pose un peu problème puisque tous les produits qui sont mis sur le marché sont réalisés comme ça. C'est-à-dire que c'est le vendeur, le fabricant, qui arrive avec son étude qu'il a lui-même faite, qui le met sur le bureau des agences de sécurité sanitaire, qui se contente de lire et d'adouber. Et il n'y a jamais aucun contrôle qui est fait, c'est-à-dire une autre étude test réalisée par le laboratoire pour s'assurer, à minima, que ce qu'ils ont fait, c'était bon. Donc ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence publique de vérification. Il n'y a pas d'autorité en tant que telle. Il n'y a pas de scientifiques publics qui sont là pour refaire des études de façon à s'assurer que les laboratoires ne nous racontent pas n'importe quoi. Normalement, les bonnes pratiques sont là pour s'assurer de ça. Mais quand même, là, on voit que même en bafouant toutes les bonnes pratiques, ça passe crème une fois qu'on a décidé qu'on allait lancer des produits quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple on va dire, du niveau de décrépitude. On peut même dire de corruption au sens corruption des corps, c'est-à-dire pourrissement général d'un système qui est complètement à bout, où tout le monde peut faire n'importe quoi. Alors, on va parler à présent justement pseudosciences et lobby. Et ça, de toute façon, la transition est naturelle avec ce qu'on vient de dire. Selon vous, Pierre Chaillot, la science est utilisée comme un outil de manipulation. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Déjà, la science telle qu'elle est faite aujourd'hui, la science, ou plutôt les gens qui se disent être scientifiques et qui travaillent dans les labos de recherche. Parce qu'il n'y en a aucun qui trouve crédit à vos yeux quand même. Non, en fait, malheureusement, j'ai lu quand même des centaines d'études aujourd'hui, d'ailleurs beaucoup plus que ce que j'avais jamais lu dans ma vie, traitant de cette histoire de Covid-19, même plus largement sur d'autres questions, et il n'y en a pas une qui m'ait été donnée de lire qui respecte un tant soit peu le principe de méthode scientifique. Toutes celles qui ont des modèles mathématiques, donc là c'était plus ma spécialité, c'était assez facile de le démonter en montrant qu'ils font n'importe quoi. Je suis pas le Il y a vraiment des gens qui complotent en coulisses ou c'est plus complexe quand même À partir du moment où tout le monde fait n'importe quoi, je pense qu'on a un problème de niveau, on a un problème de relecteur, on a un problème de compréhension des gens de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis voilà, on a aussi,
pour ce qui concerne, en tout cas la science qui a trait à la médecine et à la pharmacie en général, il y a tellement de fric qui circule dedans que on préfère de toute façon avoir un niveau médiocre et raconter n'importe quoi tant que ça rapporte. Et à partir du moment où on a une étude qui fait la promotion d'un produit pharmaceutique, ça va rapporter énormément. Et donc, il y a bien des études, donc c'est ça qui vante l'efficacité des vaccins ou des confinements. Elles sont donc, d'après vous, complètement biaisées dès le départ? À l'heure où on se parle, et encore une fois, j'en ai lu un sacré paquet, j'en ai lu 0, qui respecte un tant soit peu une méthode scientifique et qui fait quelque chose de correct en termes méthodologiques. Et j'en ai lu beaucoup. Je vais prendre un exemple, mais plus tard dans le livre, on y reviendra peut-être, ou ce sera dit maintenant, j'ai travaillé sur les hausses de mortalité qui suivent les campagnes de vaccination. Il se trouve qu'en Europe, en téléchargeant les données, on se rend compte qu'à la suite de chaque campagne de vaccination, on obtient une hausse de mortalité. Et ça, c'est vrai pour tous les pays d'Europe et pour toutes les tranches d'âge de ces pays. Et on ne vaccine pas les gens en même temps. Entre les 55 ans et plus de France et les 15-24 ans de Roumanie, ce n'est pas la même date. Mais à chaque fois, on a un pic vaccinal et un pic de mortalité qui suit. Donc on se pose la question. Et il se trouve qu'il y a un chercheur belge qui s'appelle Patrick Mélière qui travaille à l'université de Liège, qui aussi, dans cette période-là, s'est mis à télécharger les données de mortalité sur un site qui s'appelle... Donc, à vous entendre, vous êtes vraiment anti-vax complet, quoi. En tout cas, sur les vaccins Covid-19, la seule chose que je vois, ce sont des traces de hausse de mortalité. Et lui, il a téléchargé les données, pareil, vaccination, mortalité. Lui, c'est Euromomo qui l'a pris, moi, c'est Eurostat, donc c'est deux sources différentes, mais à la base, ce sont les mêmes données. Il a mis ça dans des outils qui s'appellent le machine learning, parce que c'est avec ça qu'il travaille, qui lui ont dit la même chose. L'outil de machine learning lui a sorti un résultat qui est, d'après les données, plus je vaccine, plus il y a de morts. Et donc, ce qui fait qu'il a publié un préprint en disant attention, si on prend les données actuelles, plus on vaccine les gens, plus il y a de morts. C'est les résultats que va dans le sens de ce qu'est en train de me dire l'outil de machine learning habituel. Donc, comme j'avais les mêmes résultats, j'ai dit comparant nos deux méthodes, on trouve la même chose, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Et il a rédigé un papier à partir de nos travaux, qu'il a fini par réussir à soumettre à un colloque international de biostatistique et bioinformatique, qui a fini par le lire, par dire oui, la méthodologie est correcte et les données sont publiques, tout le monde peut le refaire, et donc oui. Donc le résultat, c'est plus on vaccine les gens, plus il y a de morts, et il y a une hausse de mortalité après la vaccination. Comment est-il possible, puisqu'il y a une hausse de mortalité après la vaccination partout, comment est-il possible qu'il y ait des études qui puissent affirmer que la vaccination sauve des vies? Comment c'est possible si les données disent ça? Et c'est ce que je dénonce un peu plus tard dans le livre. Toutes les études qui m'étaient données de lire portent le même biais. Elles prennent les données de vaccination et les données de mortalité. Normalement, elles arrivent ensemble, donc la conclusion est simple, vacciner augmente la mortalité. Et ces études-là disent, oui, mais les laboratoires pharmaceutiques nous ont dit que le vaccin est efficace au bout de 3 mois. Donc on prend la courbe des vaccins, au bout de 3 semaines. On prend la courbe des vaccins et on la décale de 3 semaines plus tard. Donc le pic de mortalité qui suit les vaccins, il se retrouve avant les vaccins, puisqu'on a décalé la courbe de vaccination. Ce faisant, la bouche en cœur, les auteurs continuent leurs calculs et disent « Ah c'est vachement bien, la vaccination baisse la mortalité, puisque le pic de mortalité est avant. » Voilà, comme je l'explique régulièrement, ça marche très bien avec l'outil fabuleux qui serait la balle dans la tête. Voilà, vous mettez une balle dans la tête à la moitié de la population, à une date, vous voyez une hausse de mortalité au moment de la balle dans la tête, mais vous dites c'est efficace seulement au bout de 3 semaines, vous décalez la date de la balle dans la tête, et que vous voyez quoi? Maintenant avec ma nouvelle méthode de calcul, la balle de la tête protège de la mortalité. Il y a beaucoup moins de morts depuis qu'on a mis une balle dans la tête aux gens. C'est stupide, mais c'est exactement ce qu'ils font. Et malheureusement, toutes les études que j'ai pu lire à ce sujet font le même genre d'escroquerie intellectuelle en réalisant ce genre de procédé. Vous expliquez d'ailleurs, et vous attaquez aussi à eux, que les médias se contentent de relayer ces études sans rien vérifier. Est-ce que c'est de la paresse ou un manque de volonté d'après vous? Bon, j'avoue que je me fais un peu solidaire parce que c'est vrai qu'on n'a pas non plus, dans les médias, je parle en plus des médias mainstream que j'ai connus à une époque, il n'y a pas le temps d'abord pour lire et pour digérer toutes ces études qui sont souvent très peu accessibles au commun des mortels comme moi, non? Oui, et puis même des gens qui sont en capacité ne font pas forcément l'effort. La première étude que j'avais lue prétendant montrer que la vaccination avait sauvé des millions de vies, une étude qui avait été financée par l'association Bill & Melinda Gates d'ailleurs, qui a des billes dans l'industrie pharmaceutique et notamment chez les vaccins, c'est comme c'est étonnant. Je me rappelle parce qu'il y avait donc ils présentaient leur étude, tout bien présenté, avec 28 relecteurs, 28 participants, et tout en haut de l'étude, ils mettaient la formule mathématique qui permettait de faire les calculs.
une formule mathématique, ça se vérifie, hein. Vous avez un terme à gauche du signe égal, un terme à droite. Il a l'air compliqué, mais tout ce que vous devez faire, c'est simplifier les termes pour voir si vous retombez sur vos pieds, hein. C'est la première chose à faire, est-ce que la formule est juste? Et ça se voyait, mais comme le nez au fil de la figure, que la formule était fausse. Donc c'est la première page, le premier encadré, c'est une formule fausse mathématiquement, et ça saute aux yeux. Donc j'annonce que la formule est fausse, et j'ai même des gens qui m'ont dit « mais tu comprends rien, n'importe quoi, c'est juste, je suis professeur de mathématiques, ça marche bien ». Donc bon, j'ai pris mon petit crayon, j'ai posé l'équation machin plus truc moins machin égale truc, je simplifie, et à la fin on voit bien que la formule est fausse. Donc même des professeurs de soi-disant de mathématiques émérites qui disaient qu'ils voyaient une formule juste, ils n'avaient pas pris juste le temps, un papier, un crayon, on prend 5 minutes et on vérifie. Mais alors que dire des 28 auteurs de l'étude? Donc on n'a pas un qui est capable de manipuler les additions et multiplications correctement. Donc, avant de pouvoir faire des modèles compliqués, il y a des choses à revoir dans le niveau, hein. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais je crois qu'on en est là. Les conflits d'intérêts dans la recherche médicale, on en parle. À quel point c'est un problème? C'est un problème à tous les étages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment être sûr qu'une pratique médicale, je ne parle même pas que des vaccins, hein, je mets tout ensemble, que ce soit même, comment dirais-je, un médicament ou même une pratique, une action qu'on fait, comment être... Et là, vous avez des exemples, bon, on a parlé de Bill et Melinda Gates, mais de manière générale, sur justement le dossier que vous connaissez le plus, à savoir les conséquences de ces vaccins, il y a vraiment eu des conflits d'intérêts. Quels sont ceux qui ont été, selon vous, les plus marquants? Il y en a? Il y a des exemples? Les conflits d'intérêts sur entre éventuellement peut-être des laboratoires et... ils financent les grandes études, les journaux pharmaceutiques, ça c'est, enfin les journaux scientifiques, ça c'est très connu. Ouais, mais là on parle d'une presse très spécialisée. Donc c'est eux qui, d'après vous, quel type de presse spécialisée? Vous parlez de la littérature médicale, c'est ça? Mais tout, même financée par les labos, c'est ça? Oui, mais en fait ils se finançaient au moins indirectement, puisque pour publier un article dans Nature, Science, tout ça, vous payez extrêmement cher, hein. Donc les laboratoires pharmaceutiques payent le droit de pouvoir publier des articles, ils le payent même en avance de façon à avoir des places. Oui, bien sûr. Donc tout ça est biaisé. Donc, mais tout ça est biaisé. Tous les relecteurs des les relecteurs aussi ont des conflits d'intérêts parfois, donc il faut questionner. Il faut aussi questionner, voilà. Tous ces médecins de plateau qu'on voyait. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est une puissance très forte, puisque une fois que on a un média prétendument sérieux qui est un journal scientifique, ou en tout cas dit scientifique, qui publie une étude, vous avez toute la presse de grand chemin qui ne fait pas d'autre chose que de relayer des trucs déjà écrits, parce que c'est tout ce qu'ils font aujourd'hui, voilà, qui prennent, qui remettent, voilà, machin a démontré que ce produit est fabuleux, va sauver l'humanité, c'est tous les jours. C'est tous les jours, que ce soit sur des vaccins, on a vaincu le cancer tous les jours avec des nouveaux produits fabuleux qui sont interdits 2 ans après, parce que de toute façon c'est dangereux, ça fait que tuer des gens, enfin, c'est d'une banalité affligeante. Au bout d'un moment, les gens devraient un peu se réveiller en disant « ça fait tellement longtemps qu'on nous a promis qu'on avait enfin inventé le produit miracle qui dorénavant est interdit, qu'il faudrait peut-être que je me pose la question pour le coup d'après, quoi. » Ça joue peut-être aussi sur la corde sensible des gens qui ont tellement envie d'imaginer qu'on va les sauver dans toutes les situations. Mais quand même, Pierre Chailloux, vous portez des accusations super graves quand même. Vous dites, alors pour justifier les confinements par exemple, vous dites que certaines études ont triché. Oui. D'abord, comment elles ont fait? Ça, Vincent Pavant a attaqué même au niveau du Conseil d'État. On rappelle qui est Vincent Pavant. Pardon, Vincent Pavant, c'est un mathématicien d'Aix qui, pour l'histoire, en fait, lorsqu'il y a une étude qui a été publiée... Les modèles mathématiques, ils étaient bidouillés dès le départ, quoi. Oui, oui, je crois que c'est le Conseil scientifique qui fait une étude pour dire que les masques sont sûrs et efficaces, qui vont permettre d'éviter la propagation des virus. Et ça l'intéresse à l'époque parce que le modèle utilisé, c'est un modèle qu'il connaît très bien en tant que mathématicien et qui travaille pour la physique, qui est celui qu'on utilise pour le calcul des gaz. C'est-à-dire que quand il y a deux molécules qui se frappent, ça fait un échange. Bon, et du coup, cette espèce de modèle où il se passe quelque chose quand 2 éléments se rencontrent, c'est exactement le même modèle qui est utilisé pour faire de la simulation de propagation. 2 individus qui se rencontrent et hop, propagation. C'est les mêmes modèles, donc il les connaît par cœur. Et c'est là qu'il découvre que la totalité de l'étude est entièrement biaisée et qu'ils font n'importe quoi. Donc il se rebelle à ce moment-là en disant « mais vous voulez nous faire porter des masques sur la base de scientisme, quelque chose qui ne va pas du tout ».
Et il a réitéré ou il relisait les études prônées par le Conseil scientifique français, notamment il y a l'étude de Cauchemez et Fontanet qui prétend que le confinement a sauvé des vies. Et ce que montre Vincent Pavant, c'est que tout est faux à l'intérieur. Les équations sont fausses, la logique est fausse, et même il maquille les courbes, ce qui est extrêmement grave. Et l'étude est publiée dans Science. Donc Vincent Pavant réclame le retrait de l'étude dans comment Science. Science accepte de... Enfin, eux-mêmes, ils ne vérifient pas. Enfin, Mais ce que je montre dans le premier livre et dans celui-là, on peut prendre n'importe lequel des grands journaux, Nature, Science, The Lancet, et on trouve à l'intérieur des choses de ce niveau-là, où il y a des erreurs dans les équations, ils font n'importe quoi en termes méthodologiques, ils ne vérifient pas leurs hypothèses, ils décalent des données de façon à se faire plaisir, ils font des lissages à la mort moelle-neu à l'intérieur pour raconter ce qu'ils ont envie de raconter, mais tous le font. Et donc, on a un problème général. Ça, parce que ah non, plein de monde. Il y a beaucoup de gens qui dénoncent ça publiquement. Oui, ça fait très longtemps qu'il y a même des anciens directeurs de ces revues qui ont dit que quasiment plus de la moitié des études à l'intérieur étaient biaisées. Bon, plus de la moitié, ça peut représenter beaucoup. Et même comment faire le tri sur ce qui reste, ils ne donnent pas d'indices pour savoir le faire, mais c'est très connu. C'est même pas, comment dirais-je, je dis pas quelque chose de nouveau, de révolutionnaire en annonçant ça. Pfizer et Moderna, donc pour parler vraiment concrètement de ces laboratoires, ont mené leurs propres études sur leurs vaccins. C'est vrai que déjà ça interpelle un petit peu parce que qu'est-ce qui cloche dans leur méthodologie? C'est quoi? C'est une volonté flagrante de pas faire preuve de rigueur? C'est quoi? Alors dans Pfizer, il y a énormément de choses. Je laisse Christine Coton tout lister. Moi, en tant que statisticien, ce qui m'a choqué, c'est que Pfizer, toutes les personnes qui ont reçu un vaccin Pfizer, elles ne savent pas forcément, mais à aucun moment Pfizer n'a promis dans son étude que ça les protégerait du fait d'être malade. Donc on ne se vaccine pas avec un vaccin Pfizer pour ne pas être malade. Ce qu'étudie Pfizer, c'est le nombre de tests positifs qu'il y a après la vaccination. Donc le vaccin Pfizer est réputé, selon Pfizer, diminuer le nombre de tests positifs, point. Et ça veut dire de ne pas être malade? Ah non, non, il faut prouver qu'il y a... On peut difficilement être malade sans être positif, quoi. Ah ben ça, je montre dans le livre qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Vous prenez les statistiques françaises des tests positifs en fonction des symptômes. On peut être positif sans être malade, mais on ne peut pas être malade sans être positif. Ah ben bien sûr. La majorité des gens malades ont des tests négatifs. Et quand on a un test positif, dans la majorité des cas, on est en parfaite santé. Il n'y a aucun rapport entre un test Covid-19 et un malade. Dire le contraire, c'est une affirmation fausse. Comment ces tests ont été faits? Est-ce que vous connaissez... Bon, tout le monde connaît le test de grossesse. Bon, une femme qui fait un test de grossesse, elle fait pipi sur le test pour savoir si elle est enceinte, et s'il a les 2 petites barres, c'est qu'elle est enceinte. Bon. Le test, c'est un test. La réalité, c'est la femme enceinte. On doit, pour connaître la validité du test, regarder si le test dit bien oui quand il faut, puisque la réalité, c'est la femme enceinte. Les tests ne sont pas fiables à 100%. Imaginez que vous prenez 5 millions de petits garçons de 9 ans européens, le même jour, vous leur faites faire tous pipi sur des tests de grossesse. Vous aurez des tests positifs. Pas beaucoup, mais il y en aura. Vous faites quoi d'un petit garçon de 9 ans qui a un test positif de femme enceinte? Vous lui faites démarrer un suivi de grossesse asymptomatique jusqu'à la date de l'accouchement? Non, vous savez que ce n'est pas une femme qui n'est pas enceinte. De la même manière, en faisant cet exercice, vous allez pouvoir mesurer la fiabilité de votre test. Vous prenez plein de femmes pas enceintes ou d'hommes qui font pipi sur un test de grossesse. Tout test positif, c'est un faux positif. Ça permet de calculer la spécificité du test. Inversement, vous prenez plein de femmes enceintes, vous leur faites faire pipi sur un test. Évidemment, sont négatifs. Il y aura quelques négatifs. Ça permet de calculer la sensibilité du test. Les deux statistiques que l'on doit connaître pour un test, c'est sensibilité, spécificité. Probabilité d'erreur, quoi. Exactement. Le test contre sa référence, test de grossesse, référence est femme enceinte. La femme enceinte est le gold standard. Éric Moreillot, pouvez-vous me donner le gold standard du Covid-19? C'est quoi un Covid-19? Vous ne savez pas, c'est normal, ça n'existe pas. Le Covid-19 n'a pas de gold standard. Il y a donc des gens qui ont confondu et qui continuent de confondre test et Covid-19. Le test est le test, le Covid-19 c'est quoi?
Si vous ne pouvez pas me donner une définition scientifique du Covid-19 de façon à en faire un gold standard, c'est que ça n'est pas scientifique. Et le Covid-19 est une notion purement administrative, et ça n'est pas de la science. Et en l'occurrence, quand on regarde les statistiques de tests, on se rend compte qu'il n'y a aucun rapport entre un test et un malade. Donc vous expliquez que des tests Covid ont été utilisés pour gonfler artificiellement les données, c'est ça? Mais non, il n'y a pas d'intention, quasiment. Et de quelle manière ça serait passé? Malheureusement, énormément de gens qui pensent être scientifiques croient que les tests Covid ont une signification. Ils n'en ont pas. Il n'y a pas de rapport entre un test Covid-19 et un malade. C'est une esbrouffe. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'autres tests utilisés en médecine, qui ne sont pas de la science et qui sont de l'esbrouffe. Ces tests coûtent extrêmement cher, ou plutôt rapportent énormément d'argent quand on est de l'autre côté et qu'on est du côté des vendeurs, mais ils n'ont jamais prouvé quoi que ce soit de scientifique. C'est du scientisme. C'est du scientisme qui fait rentrer dans ce qu'on appelle un raisonnement tautologique. C'est-à-dire qu'on en vient à dire, c'est quoi un Covid-19 ? C'est quelqu'un qui a un test positif. Mais ça c'est un raisonnement circulaire. Ce qui a fait dire, c'est marrant, c'est une maladie qui a énormément de malades asymptomatiques. Un malade asymptomatique étant quelqu'un en parfaite santé qui a un test positif. Pourquoi ? Voilà. Et donc c'est un problème quand les vaccins sont construits non pas sur des symptômes, mais sont construits sur des tests. Et Pfizer je termine juste avec Pfizer, construit son étude en disant « Nous allons montrer que quand on est vacciné, on a moins de tests positifs. » Imaginons que, Éric Morillo, nous voulons vérifier ça. Eh bien, nous allons prendre toute une cohorte de personnes que nous allons vacciner, une autre cohorte que nous n'allons pas vacciner, mais mettre un produit placebo. Et puis, pour être certain que les vaccinés sont moins souvent positifs, nous allons tester tous les jours ou tous les 2 jours toute la population le même nombre de fois. Pfizer ni Moderna n'ont testé les 2 populations le même nombre de fois et n'ont jamais voulu communiquer le nombre de fois où ils ont testé les gens. Je veux montrer que mon vaccin est sûr et efficace. Je teste tous les jours les non-vaccinés. Je vais avoir des tests positifs et j'évite de tester mes vaccinés. Comme ça, je n'aurai pas de tests qui vont remonter. C'est rigolo parce que cette esbrouffe est exactement celle qui a été organisée administrativement dans la population avec le pass sanitaire. On va en parler justement du pass sanitaire. Juste pour terminer, si je dois vous résumer, vous me dites si je me trompe, toute la communication sur la sûreté des vaccins, elle repose sur des études qui sont biaisées, truquées, quoi. Ça, c'est sur l'efficacité. Sur l'efficacité, si on est très précis, sur l'efficacité... C'est du n'importe quoi. C'est de la non-science. Et le fait de ne pas le voir, alors je me suis posé la question, est-il normal que juste en tant que statisticien, même pas chevronné sur l'histoire pharmaceutique, je lis l'étude et je suis atterré de voir cette méthodologie. On ne teste pas le même nombre de fois de chaque côté. Et donc j'ai appelé Christine Coton et d'autres qui me disent « Mais non, mais tout le monde est atterré. Quand on le lit, c'est pas possible. » Et donc c'est-à-dire que fatalement, à un moment avant que ça arrive à la décision publique, il y a bien quelqu'un qui a dû tirer une manche en disant ça va pas trop. Et que c'est probablement pour des questions politiques, il faut absolument régler le problème du Covid, qu'on a dit oui, vaccinons tout le monde et ça va se régler. Mais en tout cas, ce n'était pas pour des bonnes raisons scientifiques. Alors parlons du pass sanitaire justement. Vous considérez que le pass sanitaire était une arme de coercition plutôt qu'une mesure de santé publique. Comment est-ce que vous étayez cette affirmation qui est quand même forte, quoi ? Bien, déjà, le fait que ce soit une arme de coercition, en tout cas, c'est de la coercition. On est obligé de faire quelque chose. Ça nous donne une contrainte à chaque fois qu'on veut réaliser une activité et on doit obéir à une injonction avant d'être... On ne retrouve même pas un espace de liberté puisqu'on doit justifier de son état sanitaire d'une certaine manière, d'un certain état, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Au mode crédit social à la chinoise où on bip à chaque fois qu'on veut rentrer dans un resto. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je l'ai dit, une fois qu'on a mis en place le pass sanitaire, on a dit les vaccinés peuvent rentrer partout sans se tester. En revanche, toute personne non vaccinée doit se tester tous les jours. Ce qui fait que, évidemment, par le truchement de la méthode, les non vaccinés se sont mis à avoir des tests positifs parce que c'est qu'eux qui se testaient. Et les non vaccinés avaient des tests positifs régulièrement parce qu'eux se testaient. Alors que les non vaccinés n'avaient pas de tests positifs parce qu'ils ne se testaient pas. Le vaccin est sûr et efficace pour se protéger du test, mais d'aucune maladie.
Cet état de fait a fait croire aux statisticiens malheureux, débutants, je ne sais pas quel adjectif donner, qu'il y avait une efficacité des vaccins vis-à-vis d'une quelconque maladie. Mais non, c'est juste que les vaccinés ne se testent pas. Cette situation a perduré jusqu'au jour où le ministre de la Santé a annoncé à la population que c'était en octobre, non, c'était en décembre 2021, où il a dit, à partir d'aujourd'hui, les vaccins, on va dire qu'ils sont valables que 6 mois, vous devez refaire un vaccin. Ce qui fait que les non-vaccinés étaient toujours obligés de se tester, mais les vaccinés qui en avaient reçu 2, du jour au lendemain, se sont devenus obligés de se tester aussi, puisque leur vaccin n'était plus valable. Et étant donné que les tests étaient gratuits et que toute cette population n'avait pas très envie de recevoir une 3e dose, vu les statistiques, en tout cas, ils n'en avaient pas très envie. Peut-être que les effets indésirables qu'ils avaient reçus ou de leurs proches les avaient un peu refroidis. Ils se sont rués sur les tests, ce qui fait qu'en décembre 2021, ceux qui ont le plus de tests positifs, ce sont les vaccinés 2 doses, encore plus que les non-vaccinés. Ce qui vous donne l'impression que le vaccin est inversement efficace quand on n'a reçu que 2 doses. Mais non, c'est juste qu'ils se testent plus. Ce qui a donné la pseudo-histoire de Omicron qui s'attaquerait aux doubles doses, mais ça n'a aucun sens. Le seul sens, c'est ça. Et la fin de l'escroquerie est arrivée en mars 2022, le jour même où on a arrêté avec cette histoire de passe sanitaire. Le jour même, les non-vaccinés ont arrêté de se tester, les 2 doses aussi, et donc ils sont devenus, les non-vaccinés se sont devenus les moins positifs du tas parce qu'ils ne se testaient plus du tout. Les vaccinés 2 doses, il y en avait encore qui se testaient un peu, ils étaient un peu plus souvent positifs. Et ceux qui sont le plus souvent positifs, ce sont les vaccinés 3 doses. Parce que s'il y a un mécanisme psychologique extrêmement bien connu et documenté qui s'appelle la trouille, qui fait que plus on a la trouille, plus on se vaccine et plus on se teste. Et donc toute l'histoire des tests est une escroquerie. Alors, coercition, manipulation plutôt que protection. Mais vous dites surtout que la peur a été utilisée comme un levier pour imposer ces mesures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'était la peur vraiment qui oui, les gens avaient peur, mais je pense que tout le monde a vécu des scènes où on marche dans la rue et où on a quelqu'un à 150 mètres avec son masque qui change de trottoir pour s'assurer de ne pas passer trop près de vous. Voire même, quelqu'un qui m'a raconté que tout seul sur une route de campagne, il croise quelqu'un en face qui est tout seul dans sa voiture avec un masque et qui fait un écart en voiture. Ouais. Ce genre de scène, ça montre à quel point le niveau de psychose qu'on a atteint. Les gens dénonçaient leurs voisins si on était dehors sans masque. Donc la peur, c'est le moteur de la société finalement. Ah mais oui, mais je pense que je n'apprends rien à personne. Les plus grands reculs de liberté qu'on a eu ces dernières années, c'est quand il y a eu le Patriot Act aux États-Unis au moment du 11 septembre, parce qu'il fallait reculer ces libertés individuelles de façon à se prémunir contre le terrorisme, qui est une autre forme de peur. Et puis là, la peur sanitaire, ça me paraît être exactement la même chose. Vous avez craint que le pass puisse s'installer durablement, vous ? Craint, je ne sais pas. Je pense que j'ai pas eu le temps de me poser la question. Vous pensez qu'ils auraient pu tester ça dans le cas possible de coercition future dans d'autres configurations, quoi. En tout cas, tant que les gens n'ont pas compris que le principe du test, c'est de l'esbrouffe complète et ça ne marche pas du tout, on risque en effet d'avoir des gens qui croient à cette supercherie qu'en mettant un écouvillon dans le lait de son voisin, on va pouvoir vérifier si quelque part il ne pourrait pas nous rendre malade et s'il est sûr de pouvoir dîner à côté de lui. Tant que les gens n'ont pas compris que ça c'est bidon à 100%, ça y a un risque. À l'étranger, il y a eu des pays qui n'ont pas installé de passe vaccinal et puis qui ont eu des résultats meilleurs que nous ? Ça dépend ce que vous appelez meilleur que nous. Déjà, quand j'étudie la crise Covid-19, notamment sur le fait de mettre en place des confinements, je note que plus un pays abandonne sa population et met en place des mesures coercitives, et plus il y a de morts. Hein. Ça marche assez bien. En Europe, je crois qu'il n'y a que la Norvège qui, pendant l'année 2020, en termes de folie, ne fait rien. Si, ils mettent en place la quarantaine pour les étrangers arrivant dans le pays, ce qui concerne, on va dire, relativement peu de monde, ce qui existe mais qui concerne peu de monde, mais en revanche, la population n'est absolument pas confinée ni soumise à des contraintes. Et il n'y a aucune trace de mortalité en Norvège. En Allemagne, il n'y a aussi aucune trace de hausse de mortalité en mars-avril 2020. L'histoire de la pandémie qui ravage l'Europe, tout ça, vous n'en avez pas trace en Allemagne, qui est en époque de mouvance politique, on va dire.
et qui oublie enfin en tout cas qui met de côté cette histoire de Covid, le temps de régler ses problèmes internes, et qui donne juste des conseils à la population, voilà, éviter d'aller dehors, tout ça, mais il n'y a absolument aucune contrainte, hein, et les gens vivent normalement, et il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Donc déjà, on a quand même des traces assez sérieuses sur le mal qui est fait lorsque, comme j'ai dit tout à l'heure, on abandonne les gens. Et on peut le faire par comparaison avec d'autres pays. Sur le pass sanitaire, je n'ai plus les exemples en tête des pays qui ne l'auraient pas fait, mais voilà, il faudrait se poser la question de ce que vous appelez s'en sortir mieux. Puisqu'a priori, personne ne peut dire scientifiquement que ça a amené quelque chose de bénéfique, vu que je l'ai dit, de toute façon, c'est mis dans un cadre où le test est bidon. Pierre Chaillot, un mot aussi de ce qu'on appelait le Covid long, la notion de Covid long. Est-ce qu'elle est scientifiquement fondée d'après vous, ou est-ce que c'est une étiquette qui est pratique pour d'autres pathologies, quoi? Oui, il me semble. Je n'ai pas vu aujourd'hui, à l'heure où on se parle, une étude scientifique qui me pose une définition correcte de ce que serait un Covid long. Quand je dis que le Covid n'est pas une notion scientifique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malades, hein. Il y a des gens qui sont malades. Vous allez plutôt jusqu'à dire que c'est des effets secondaires de vaccins, quoi. Ça peut. Il y a des gens aussi qui sont étiquetés Covid long qui ne sont pas vaccinés, mais dans des pathologies qui, jusqu'ici, étaient enregistrées, par exemple, en état de fatigue chronique. Donc si ces personnes-là, comme le Covid long est à la mode, il est possible que si on les catalogue en Covid long, elles reçoivent beaucoup plus d'aide de la part du corps médical, qui va pouvoir s'en saisir pour faire des choses, qu'avant, où le syndrome de fatigue chronique, on laissait tomber les gens qui avaient ça, et on considérait que ce n'était pas sérieux. Soit dit en passant, les personnes que je connais qui travaillent sur le sujet du Covid long, ce qu'elles prônent comme, on va dire, traitement qui fonctionne et qui remet debout les gens, ce sont exactement les mêmes qui fonctionnent également sur les personnes qui souffrent de fatigue chronique. Donc voilà, ça pose la question sur le définition et l'étiquette. Et le problème d'étiquette Covid, comme je dis, il a été absolument général sur toute la période. Et vu qu'on n'a pas de définition scientifique de ce qu'est un Covid, ou alors on dit que c'est le test, mais c'est un raisonnement tautologique qui n'a pas de sens, on a exactement le même problème pour le Covid long. Alors sur les effets secondaires justement de ces vaccins, vous dites que les médecins hésitent à signaler les effets secondaires justement de ces vaccins. Pourquoi est-ce qu'ils sont si craintifs, ces médecins que vous dénoncez? Comme on l'a dit au début de l'entretien, déjà parce qu'on leur tape dessus. De quoi ils ont peur? On leur tape dessus, très clairement. On leur tape dessus. L'ordre des médecins leur envoie des lettres de rappel de mauvais comportement et ils sont menacés d'être radiés de l'ordre des médecins. Il y a un certain nombre de médecins dits résistants qui se sont fait radier ces dernières années. Donc évidemment, lorsque c'est son métier, que c'est toute sa carrière professionnelle, que c'est toutes les études qu'on a faites qui sont relativement longues, qui partent en fumée parce qu'on a dit un mot de trop et que ça ne plaît pas au chef du parti, fatalement ça fait réfléchir. Et comment vous expliquez justement ce déni que justement des victimes qui ont des symptômes graves justement après la vaccination, eh bien on leur dise que c'est pas lié? J'en connais personnellement et notamment en période de pression vaccinale, les médecins ne reconnaissaient absolument pas le lien entre une pathologie et la vaccination, ça c'était certain. Il faut dire que quand c'est le même médecin qui vient de faire la vaccination et que derrière le patient vient le voir parce qu'il fait des arrêts cardiaques à répétition, j'en ai connu, des personnes en parfaite santé, la quarantaine, son premier réflexe c'est pas de dire « Ah c'est peut-être le vaccin que je suis en train de faire, que je vous ai fait et que je suis en train de faire à tout le monde » et qui au passage rapporte quelques dizaines d'euros à chaque fois qu'on en fait un. Dans les vaccinodromes, c'était pire, l'argent qui était rapporté. Mais justement, pardon, vous parlez d'arrêt cardiaque, moi je m'arrête un instant parce que c'est vrai que le ressenti qu'on peut avoir, et moi je vous rejoins là-dessus, c'est vrai que j'ai eu l'impression, mais peut-être que ce n'est qu'une impression, qu'il y avait plus de cas de thrombose, en tout cas de gens qui avaient, que ce soit même dans mon entourage, où voilà, j'avais vraiment l'impression que des gens se plaignaient plus de problèmes liés justement, on va dire, à la médecine cardiaque. Et quels sont les chiffres là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment des données très précises sur le cas de la thrombose, par exemple? Est-ce que vous pouvez étayer votre argument de chiffres indiscutables? Eh bien, dans le livre, je montre qu'on a des traces statistiques, ce qui concerne par exemple les soins de cancer. Ça existe, on a des choses. Quoi, les turbocancers aussi non, mais c'est général, c'est des prises en charge à l'hôpital. Ça aussi, on a dit qu'il y avait plus de turbocancers. Je ne sais pas si c'est un mot qui a été inventé après, mais... En tout cas, oui. En tout cas, ce sont des médecins qui ont vu des choses et qui ont mis un nom derrière. Mais le problème en statistique, c'est que pour qu'on puisse voir quelque chose, il faut qu'il y ait des enregistrements. Et ces enregistrements, par exemple, turbocancer, ça n'existe pas. Donc c'est les médecins qui peuvent qui s'expriment et qui disent, voilà, c'est comme ça que j'appelle ce phénomène que je n'avais pas vu avant.
Pour ce qui est mais de toutes les pathologies, Les thromboses, par exemple, là, c'est quand même bien documenté. Enfin, je veux dire, le médecin, là, il est normalement... enfin, je veux dire, s'il soigne quelqu'un d'une thrombose, ça peut être difficilement nommé d'un autre nom, non? Enfin, eh bien, dans les statistiques que l'on a, notamment les statistiques hospitalières, ce que l'on retrouve, c'est la case dans laquelle le patient a été enregistré. il n'y a pas un reporting plus précis que ça Et en tout cas, pas dans les statistiques qui sont sur Scan Santé que j'ai pu exploiter. Ce qui fait que si, en tout cas certaines, je vais vous donner un exemple, pendant toute la période Covid, comme je vous ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un effondrement de toutes les statistiques, notamment de toutes les affections respiratoires. À partir du moment où l'hôpital s'est mis à enregistrer des Covid-19, on n'a plus vu de tuberculose, de pneumopathie, de pneumonie, de grippe, d'asthme. Tout était tamponné Covid-19. Donc vous voyez un effondrement des statistiques de toutes les pathologies respiratoires, une explosion de la nouvelle statistique Covid-19, et c'est juste un transfert. Et si vous regardez l'évolution des maladies respiratoires, il ne s'est rien passé. Il n'y a aucune nouvelle maladie observable à l'hôpital ces dernières années. Il y a un transfert de codage. Il n'y a pas l'apparition de nouvelles pathologies, justement. Pas du tout. Il y a la disparition des anciennes qui désormais s'appelle Covid-19. Et il n'y a pas d'autres traces en statistique que celle-ci. Mais ce qui fait que même pour les thromboses ou des infections post-vaccinales, il faudrait, pour voir quelque chose, il faudrait que vraiment ce soit toujours dans les mêmes actes qu'on remette les mêmes gens. Et pardon, sur les chiffres justement, concrètement, c'est dans quel étiage la mortalité post-vaccinale? Il y a selon vous une augmentation de quelle ordre concrètement, si on devait citer un chiffre? Dans le livre, je n'ai mis, parmi les calculs que j'ai faits, j'en ai fait de nombreux, j'ai publié dans le livre celui pour lequel on a réussi à être relu par les pairs. J'ai fait ce choix de façon à présenter un chiffre où c'est aussi de façon à me faire challenger en disant « vous ne pouvez pas dire que j'ai fait ça sur un coin de table ». Sans étayer ça de chiffres. Voilà, et donc j'ai souhaité publier celui-là. Il y a un chiffre fort ou pas? Le chiffre fort que l'on peut dire au niveau européen, en 2 ans depuis le début de la vaccination jusqu'à 2 ans plus tard, on peut évaluer à 300 000 décès en Europe. Donc ça paraît... Donc, on s'attarde un instant là-dessus. Vous dites qu'il y a 300 000 décès supplémentaires, selon vous, en Europe, liés à la vaccination. Oui. Chiffre qui correspond à ce que l'on peut calculer également à partir de la pharmacovigilance. Ce qui me fait 2 sources complètement indépendantes. Pharmacovigilance d'un côté qui donne une estimation, étude de la surmortalité et de ces liens avec la vaccination de l'autre côté, mais qui sont complètement séparés. Et les 2 sources me disent environ 300 000 morts en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez serein, on va dire, sur les chiffres que j'avance, et je fais pas de... j'essaye surtout de ne pas gonfler. Et vous n'avez pas de procès? Sur quoi? De gens qui viennent justement, enfin il faudrait qu'ils estiment qu'ils aient un préjudice, mais je veux dire, vous n'avez pas les laboratoires, votre livre, je suppose qu'il est passé quand même sous les fourches codines d'un avocat, peut-être non, avant sa publication. Vous craignez pas parce que c'est des accusations quand même fortes que vous portez, même ces chiffres, finalement le fait que personne ne vienne c'est vrai, vous contredire même publiquement, ou n'accepte de débattre avec vous, comment vous l'interprétez? Mais peut-être que même si mon On n'a aucune poursuite. Donc. Non, même si mon premier livre a été un best-seller, ça reste peut-être pour l'instant trop confidentiel pour de toute façon inquiéter les laboratoires pharmaceutiques. Et puis comme vous le dites, en théorie, il faudrait qu'ils trouvent un passage de mon livre où je mens. Depuis le début de cette histoire, j'ai fait exprès de faire que tout mon travail soit en accès libre sur Internet, notamment tous mes calculs. Et que j'explique tout, ce sont que des sources officielles. J'agrège, je dis d'où ça vient, je fais un programme qui est en ligne, les gens peuvent le télécharger, refaire mes calculs, ce qui fait que, vu que tout le monde peut refaire mes calculs... Vous êtes spécialisé, pardon, là c'est une question un petit peu hors sujet, mais ça m'intéresse. Pourquoi vous êtes spécialisé sur ce sujet plus particulièrement? Parce que vous êtes statisticien, vous pourriez faire des études sur d'autres sujets. C'est vraiment un sujet qui vous touchait... il y avait vraiment... vous avez... Objectivement, quand on mène une étude, pour à votre tour ne pas vous suspecter de conflit d'intérêts dans le sens, on va dire, vous aviez, vous étiez objectivement intéressé par ce sujet,
Parce que des gens peut-être dans votre entourage ont... Non, il n'y a pas une raison qui fait que... Non, enfin, quand je commençais à m'intéresser aux statistiques du Covid, on va dire, c'était contraint par l'actualité, par le premier confinement notamment, qui m'a vraiment Ça surpris. prend un temps considérable quand même. Je pense que, enfin, sans vouloir exagérer, je dois être une des personnes qui a passé le plus d'heures derrière un écran à faire des analyses. Et pour les publier. Donc oui, il y a au moins, je pense, 3 ans de travail à temps plein. D'une mission, enfin, vous estimez que c'est... Je pense que c'était une nécessité. Déjà parce que j'ai des enfants et que quand on les menaçait de les vacciner de force pour pouvoir aller à l'école avec ces nouveaux produits, je faisais partie d'un combat. Donc c'était un combat. Pour vous donner un exemple, lorsqu'il a été la question de voter au Sénat l'obligation de vaccination des enfants, j'en ai 3, bien, il y a 2 jours avant cette proposition de loi, il y a un organisme qui s'appelle EPIFAR qui a publié 2 études pour dire que la vaccination était sûre et efficace et qu'il n'y avait absolument aucun problème. Quand je l'ai vu, ben, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'a prévenu et j'ai quitté mon travail à 17h, j'ai pris les études et jusqu'à 2h du matin, 2 ou 3h du matin, donc j'ai pris l'étude dans l'ensemble, j'ai démonté la totalité de ce qui était fait parce que c'était ni fait ni à faire, c'était vraiment une propagande éhontée avec des arguments fallacieux et de la non-science et de la non-statistique. J'ai publié ma réponse et je l'ai envoyée notamment à Vincent Pavant pour qu'il puisse la relire puisqu'il est mathématicien. Je l'ai envoyé aussi à Xavier Azalbert qui a un PhD de statistique, donc il est capable de relire les études statistiques. François. Ouais. Il dirige François. Et ce qui a fait que le lendemain matin, et donc à 4h du matin, ils ont relu signé, et à 6h du matin, cette étude était sur le bureau de la totalité des sénateurs avant qu'ils votent la loi. Donc je ne sais pas si cette étude, si ce travail-là a été significatif dans le fait qu'ils ne votent pas la loi, mais au moins c'était fait, et je constate que la loi n'a pas été votée. Donc je suis content de l'avoir fait, mais une certaine partie des travaux que j'ai réalisés dans cette période étaient sous cette contrainte, on va dire, et je me sentais obligé de le faire. Un mot des agences de régulation, vous dites que les agences censées contrôler justement les vaccins sont en réalité complices des laboratoires. Sur quoi, pardon encore de vous poser cette question, sur quoi ça repose cette accusation ? Eh bien, par exemple, au sein de l'Agence européenne des médicaments, vous tapez le nom de la directrice qui s'appelle Brooke, il me semble, Emma Brooke, et son métier avant d'être directrice de cette agence, c'est lobbyiste de laboratoires pharmaceutiques, juste avant. Et il me paraît assez étrange de voir à la tête de tels organismes des personnes spécialisées dans le lobbying pour l'industrie pharmaceutique. Il me paraît aussi étrange qu'au sein de ces organismes, il y ait des médecins, des personnes qui interviennent, qui touchent des sommes d'argent de la part de l'industrie pharmaceutique aussi. Donc ils viennent juste d'en toucher. Donc ça, ces liens d'intérêt me semblent assez choquants, parce que normalement, il devrait y avoir des règles qui imposent le fait de ne pas avoir de lien avec les personnes qu'on est censé contrôler. Enfin, il me semble que c'est un peu la base en termes de droit et en termes de... surtout quand on parle de décisions publiques. Enfin, bon, limite, au sein des acteurs privés, ils font ce qu'ils veulent en s'embauchant ou en se virant les uns les autres, mais quand on participe à la décision publique, la moindre des choses, c'est de ne pas et de ne jamais avoir eu de lien d'intérêt avec la personne en face. Sur la pharmacovigilance, vous expliquez que la pharmacovigilance a été totalement ignorée pendant la campagne vaccinale. D'abord, j'aimerais que vous me disiez pourquoi selon vous. Et puis, quand même, j'aimerais que vous me disiez ou du moins, j'aimerais vous entendre répondre à ceux qui disent que les autorités sanitaires, quand même, ont surveillé attentivement les effets indésirables. Vous leur répondez quoi à ces autorités qui affirment justement avoir surveillé, je le redis, attentivement ces effets indésirables? Et puis donc sur la pharmacovigilance aussi. Comme on l'a dit, la pharmacovigilance, c'est quelque chose de passif. Ce sont aux gens de déclarer leurs effets indésirables et de le faire remonter. Donc ça a été, vous dites qu'il y a eu des remontées, mais que ça a été ignoré, quoi. Mais déjà, quand ils disent on a mis en place des moyens exceptionnels pour suivre la vaccination Covid-19, lesquels ? Quand on met des moyens exceptionnels, ce serait d'avoir une pharmacovigilance active. Ce serait de choisir, par exemple... Comment ça fonctionne en soi, la pharmacovigilance ? Comment ça a été dévoyé, justement ? La pharmacovigilance, c'est le fait de dire que quand une personne subit un effet désirable après n'importe quel médicament... Un effet indésirable, oui. Voilà, elle peut, ou même elle devrait, réaliser un acte de pharmacovigilance où elle se signale sur Internet... Donc actif,
c'est ça. Ça, c'est passif. C'est-à-dire que la pharmacovigilance attend que le citoyen qui a reçu des effets indésirables... c'est une démarche active de la part du citoyen. Mais c'est le citoyen qui est actif. Oui, voilà, en tout cas, la pharmacovigilance en elle-même est passive. Oui, elle dans attend, ce sens-là. Voilà. Elle attend passivement que les résultats remontent. Mais donc ça veut dire que du coup, on ne peut pas lui reprocher... Enfin, vous dites que c'était aux citoyens donc, qui avaient été victimes de ces effets indésirables. Oui. De faire plus montre... Alors non, ce que je dis, c'est qu'actuellement, le système, c'est que personne ne sait que ça existe, donc les citoyens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Les médecins sont censés le faire, mais ils ne le font pas non plus. Parce que même, je ne sais pas à qui je pourrais signaler si demain j'ai un... Voilà, en fait, il y a un site internet que vous pouvez saisir, mais il y a tout un tas d'informations. Vous en avez pour 2 heures de travail pour réussir à déclarer correctement. Ce qui fait que personne ne le fait. Les médecins savent aussi que ça met 2 heures avant de déclarer, donc ils n'ont pas envie de le faire non plus. Personne n'a envie de le faire, ça remonte très peu. Mais du coup, ce système est passif. Donc, quand l'État dit « j'ai mis en place des moyens exceptionnels pour suivre attentivement », ça veut dire quoi, suivre attentivement? Ça veut dire qu'il y a un type qui, pour une fois, regarde attentivement son écran, que ça remonte. Enfin, ça n'a pas de sens de dire qu'on a mis des moyens exceptionnels pour regarder attentivement. Enfin, et donc, vous avez des estimations de l'ampleur réelle de ce phénomène? Oui, bien sûr. C'est pas moi. En fait, l'industrie pharmaceutique qui a étudié le phénomène de sous-déclaration du fait que les gens ne le font pas, l'industrie pharmaceutique dit que, eh bien, quand on regarde le nombre d'effets indésirables d'un médicament et qu'on veut estimer à peu près combien il y en a en vrai, il faut faire x10. Ça, ce sont les industriels du médicament qui disent ça. Les spécialistes qui sont indépendants de l'industrie pharmaceutique et qui dénoncent l'industrie pharmaceutique disent qu'il faudrait plutôt faire x20 ou x100. Moi, dans mon livre, je dis les deux existent. Moi, je prends la version minimaliste qui est celle de l'industrie pharmaceutique. Et en prenant la version minimaliste, c'est là qu'on arrive à 300 000 morts en Europe, ce qui n'est pas déconnant au regard des autres informations qu'on a. Et ça a été quoi les conséquences de ce sous-signalement, justement, sur on va dire, la sûreté de ces vaccins? Mais sur la sûreté de tous les produits. Vu qu'il y a un sous-signalement, on fait semblant qu'il ne se passe rien, et c'est beaucoup plus facile de nier les effets indésirables. Mais soit dit en passant... Vous pensez que certains vaccins, je pose autrement ma question, auraient été suspendus s'il y avait plus de remontées de pharmacovigilance? Non. Par le passé, il y a eu des campagnes de vaccination qui ont amené de l'arrêt immédiat des vaccins. C'est dur dans l'instant T aussi. Mais ça a déjà été fait par le passé, sur la base de 7 morts qui remontent, on arrête. Voilà. La première semaine de distribution du vaccin Pfizer, on a un message qui remonte au directeur général de la santé, c'est public, quand on a je le mets dans le livre, j'en cite un, les remontées de pharmacovigilance. On est à la première semaine et c'est écrit noir sur blanc dedans. On a déjà un mort post-vaccination, globalement on est sûr que c'est ça, et en gros en rouge c'est écrit dessus, plus 8 morts suspects. On est à la première semaine d'exploitation. Donc quand derrière les autorités disent qu'il n'y a rien qui a remonté, tout ça, c'est faux. Il y a, malgré tous les freins dont on a parlé, ça a fait tellement de dégâts que c'est remonté tout de suite. Et donc, les signaux d'alarme qui ne marchent pas très bien, comme je viens d'expliquer, se sont quand même mis en place. Malgré le fait qu'ils se mettent en place, il ne s'est rien passé. Donc, la totalité de la chaîne fonctionne mal. La pharmacovigilance passive, ça ne marche pas terrible, mais en plus, quand elle s'active, il n'y a personne qui écoute. Il n'y a personne qui a envie d'écouter. Donc on a à tous les niveaux des choses à revoir. Alors, cher Pierre Chaillot, d'abord encore merci pour toutes ces informations passionnantes. On va rester bien sûr ensemble puisque ça fait presque 1h15 qu'on discute. Et pour la dernière demi-heure de cet entretien, justement, je vous propose de parler de sujets particulièrement sensibles et justement qui ont trait toujours évidemment à cette période du Covid-19 et à ces vaccins. Donc on va, si vous le souhaitez et si vous le voulez bien, basculer, on va dire justement en privé, alors sur Player, donc, et je le disais aussi sur YouTube, membre, mais aussi parce que là pour le coup, il va y avoir vraiment une je ne sais pas où ça en est de la censure encore sur YouTube, mais c'est vrai que vous savez que sur cette plateforme, on ne pouvait pas parler facilement de tout ce qui était vaccin, efficacité vaccinale. Il y avait même une charte. Je n'ai pas regardé avant de diffuser cette émission où on en était, mais on n'avait pas le droit de contredire, on va dire, les directives différents pays, et notamment évidemment celui dans lequel on est. Donc on va basculer sur Player et sur YouTube membre malgré tout, et on va parler de cette efficacité vaccinale. Donc on se retrouve tout de suite donc, dans un instant. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine. En tout cas, c'est rien de plus simple, vous cliquez sur le lien sous cette vidéo sur Player ou sur YouTube, mais on poursuit cette discussion passionnante. À tout de suite. Pourquoi vous dites que justement
Enfin, j'ai vu ce que vous disiez là-dessus. La protection annoncée des vaccins était un mythe statistique. Oui, mais c'est un mythe statistique de croire que ça protège de quelque chose, puisque, comme je l'ai dit, voilà, ça protège du fait de se faire tester, point. Donc il n'y a pas de protection concernant une maladie avec ces vaccins.